Parfait. Donc, le temps que tout le monde s'installe, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce midi. Dans le fond, avant de continuer vers la présentation et la conférence, juste pour vous dire que le support visuel vous sera envoyé à la suite de la présentation avec le lien vers la conférence qui est enregistrée là, vers notre chaîne YouTube. En fait, vous devriez les recevoir là, d'ici la fin de la semaine, là, assurément. Donc, je vous envoie ça sans faute. Pour continuer vers la présentation et présenter finalement nos conférenciers de ce midi, je vais laisser la parole à M. Andrew Freeman, qui est professeur au département de réadaptation à la Faculté de médecine de l'Université Laval et un de nos membres aussi à l'Institut d'éthique appliquée. Donc, Andrew, je te laisse la parole là, pour la suite. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde et bienvenue surtout à nos deux conférenciers. On est très chanceux de vous avoir, de parler aujourd'hui sur ce sujet si important à notre époque de la planète. Donc, je vais aussi mentionner que c'est vraiment le fruit d'une collaboration entre l'Institut d'éthique appliquée et avec nos collaborateurs en Suisse à l'Université de Lausanne. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir cette fusion des bonnes idées, de l'expertise à travers les deux instituts. Premièrement, donc, Mme Marie-Josée Drolet est professeure titulaire au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ergothérapeute et philosophe de formation, elle y enseigne l'éthique en ergothérapie et réalise des recherches dans le domaine de l'éthique appliquée. Elle est aussi cofondatrice de la communauté ergothérapique engagée pour l'équité et l'environnement. Monsieur Lazare Benarayo est professeur émérite de philosophie de la médecine et membre du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique à l'Université de Lausanne. Médecin et philosophe de formation, il a enseigné l'éthique et la philosophie de la médecine et a mené des recherches en éthique fondamentale et appliquée, publiées notamment dans les ouvrages suivants: Éthique et responsabilité en médecine, La philosophie de soins, éthique, médecine et société, Les classiques de soins, ainsi que Chemin de l'interdisciplinarité, connaissance, corps, langage. Ce dernier ouvrage, Soins et bioéthique, réinventer la clinique, vient de paraître aux presses universitaires de France en mai 2021. Bienvenue encore à vous deux et c'est à vous. Merci. Merci. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous partage donc le PowerPoint de notre communication aujourd'hui. Puis, je tiens à remercier l'IDEA, mais aussi Andrew en particulier, de nous avoir mis, Lazare et moi, en contact, ce qui nous a permis de vous préparer cette présentation. Donc, sans plus tarder, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de réfléchir d'un point de vue philosophique à la transition écologique. Et on s'est demandé quels pourraient être les apports pertinents à cette réflexion-là de plusieurs philosophes, notamment Épicure, Potter et Nussbaum, mais aussi un concept qui vient de la science de l'occupation, la justice occupationnelle intergénérationnelle. Donc, on vous propose ces 4 petites lunettes-là, hein, donc un parcours d'Épicure à aujourd'hui pour penser la transition écologique. Alors, ce qui va être fait aujourd'hui, en fait, le titre le résumait assez bien. Là. Après une courte introduction, on va regarder l'apport d'Épicure, ensuite l'apport de Potter, notamment dans sa vision de la bioéthique, globale. Ensuite, l'apport de Martha Nussbaum et celui de la justice occupationnelle intergénérationnelle avant de conclure et d'échanger avec vous. C'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, pour introduire, bien sûr,
On est tous au courant que les changements climatiques, c'est un problème important. L'OMS nous dit que c'est la plus grande menace à la santé, voire même à la vie humaine du 21e siècle. Et les études sur le sujet depuis, je dirais, les années 1970 environ, et notamment depuis les travaux du GIEC, nous disent que les activités des êtres humains, ce qu'on va appeler aujourd'hui les occupations humaines, sont les principales responsables des changements climatiques. Quand on parle d'occupation humaine, on fait référence, certes, ça c'est le vocabulaire de la science de l'occupation, on fait référence certes aux occupations, aux activités des individus, mais aussi aux activités industrielles, sociales, professionnelles. Donc, dans nos occupations dites individuelles, c'est-à-dire des individus, on pense notamment au transport non actif, à notre alimentation, à nos emplois, à nos activités de la vie quotidienne et domestique, à nos loisirs, au chauffage de nos maisons, à notre utilisation du web, dont en ce moment. Donc, et toutes les activités évidemment industrielles là, qui sont quand même passablement polluantes, notamment parce qu'on produit, comme nous le savons, des quantités incroyables d'objets, souvent obsolescents, que ce soit pour nos loisirs, nos emplois, notamment même au sein de nos professions. On dépend de plusieurs objets là, qui ont une durée de vie souvent très courte. L'impact des changements climatiques sur la santé sont de plus en plus connus, mais sur les occupations humaines aussi, il y a des impacts, c'est-à-dire que au final, les changements climatiques affectent notre environnement qui permet nos occupations, c'est-à-dire de réaliser nos activités. Donc, on peut présumer que bon nombre d'humains, dès maintenant, vont se voir confrontés à des situations où c'est difficile de s'engager dans des occupations qui peuvent à leur tour contribuer à la santé, au bien-être. On fait juste penser actuellement à Vancouver, les inondations qui ont lieu. Évidemment, là, la vie quotidienne est totalement perturbée et ça devient difficile de réaliser ces activités usuelles. Donc, on est comme humanité face à ce que je nomme, moi, le paradoxe occupationnel. C'est-à-dire qu'on dépend de l'environnement pour réaliser nos occupations, mais nos occupations, en tout cas plusieurs d'entre elles, dégradent, voire détruisent notre environnement. Et ça de manière vraiment accélérée depuis l'ère industrielle, notamment parce que la vision dominante de l'environnement, c'est celle suivant laquelle l'environnement correspond à une espèce de ressource infinie qu'on doit exploiter pour notamment générer des profits dont une seule minorité tire parti. Donc, comment, dans ce contexte-là, dans cette vision de l'environnement, dans cette vision de l'occupation, des occupations qui sont souvent destructrices de l'environnement, comment répondre aux besoins, aux désirs humains et ce faisant réaliser des occupations, à la fois les individus, les industries, les organisations, sans détruire l'environnement qui permet la réalisation de ces occupations-là et donc de répondre à ces besoins et désirs. Donc, c'est le gros questionnement aujourd'hui qu'on vous propose et ce faisant, nous allons visiter certaines pensées philosophiques qui peuvent peut-être nous aider à répondre à cette question. OK. Alors, je sens qu'il y a un micro qui est ouvert qui fait un peu de son. Peut-être qu'on pourrait l'éteindre. Et je poursuis. Donc, comment se sortir du paradoxe occupationnel? Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir une décroissance occupationnelle, c'est-à-dire une décroissance des occupations qui détruisent l'environnement, mais aussi une croissance des occupations qui contribuent à restaurer l'environnement pour amener une croissance à la fois de la justice, mais aussi de la santé? C'est ce qu'on propose. Puis, pour répondre à cette question-là, on pense que plusieurs auteurs, plusieurs philosophes peuvent soutenir nos réflexions et nos actions, en commençant par Épicure. Donc, le philosophe Épicure, que vous connaissez sans doute
tous, avait une vision des désirs humains que peut-être vous connaissez déjà. Il avait classé les désirs. Désirs, besoins, c'est dur de dire est-ce que c'était des besoins ou des désirs. J'ai l'impression que ces deux termes-là sont utilisés comme des synonymes. Donc, aujourd'hui, j'ai mis désir, mais il concevait donc des désirs qu'il qualifie de naturels et nécessaires, des désirs naturels mais non nécessaires, des désirs qui seraient ni naturels ni nécessaires. Donc, on va commencer avec cette catégorie-là. Les désirs ni naturels ni nécessaires, ce sont ceux qui concernent, par exemple, la gloire, l'immortalité, le luxe, le pouvoir et la richesse d'une manière très large. Donc, on pourrait penser que depuis Épicure, l'humanité s'est beaucoup construite autour de la réponse aux désirs ni naturels et ni nécessaires. Je pense que si Épicure était vivant aujourd'hui, il aurait tendance à dire que toute l'économie mondiale, depuis la révolution industrielle, s'est plutôt portée vers la réponse à ces désirs-là, qui pour Épicure étaient des désirs là, auxquels on ne devrait pas répondre parce que notamment, il amène plutôt du malheur que du bonheur humain. À l'autre bout du spectre, il y a les désirs qu'Épicure qualifiait de naturels et nécessaires. Donc, les désirs naturels et nécessaires, c'est ceux qui sont liés à une réponse à des besoins humains fondamentaux comme l'alimentation, bon, évidemment, l'amitié, la philosophie, la sagesse, la réflexion, le fait de se sentir en sécurité, puis aussi le sommeil. Donc, pour Épicure, c'est ces besoins-là auxquels, en tant qu'humanité, en tant qu'individu, on devrait répondre pour assurer un bonheur. Entre les deux, Épicure concevait des désirs naturels non nécessaires. Et là, ce qu'il suggérait, c'est que oui, on peut dans une certaine mesure répondre à ces besoins-là, mais il faut éviter toute forme de dépendance. Donc, les désirs naturels, mais non nécessaires, ce sont ceux qui sont liés au plaisir du corps, par exemple la sexualité, ou de l'esprit, donc l'art, le jeu et la science. Donc, cette éthique élaborée chez Épicure, par Épicure, c'est principalement dans sa lettre à Ménécée, où il défend vraiment, vous aurez compris, une éthique de la frugalité. Donc, on pourrait dire là, une vision de l'existence assez simple, dont le but, c'est l'aponie, c'est-à-dire l'absence des troubles du corps, mais aussi l'ataraxie, l'absence des troubles de l'âme. Et son idée, c'est quand on tente de répondre à des désirs ni naturels et nécessaires, on tombe nécessairement dans un cycle de dépendance où ces désirs-là ne sont jamais vraiment assouvis, puis on crée plus de malheur que de bonheur. Alors que si on amène une réponse adéquate aux désirs naturels et nécessaires, on crée au contraire du bonheur. Donc, est-ce que cette vision épicurienne pourrait nous aider aujourd'hui comme humanité à concevoir quels pourraient être les besoins et désirs humains auxquels on devrait répondre? C'est ce qu'on vous propose. Je vais passer maintenant la parole à Lazare. Et voilà, bonjour, vous m'entendez bien? Voilà. Oui, alors je vous remercie. Là, je suis très heureux. Là, je suis outre-Atlantique. C'est déjà le soir chez nous, mais c'est toujours un grand plaisir de collaborer. Et en fait, on est un petit peu comme à la maison maintenant entre nous, donc c'est parfait. Alors, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais enfin, je voulais manifester mon contentement d'être avec vous. Alors, effectivement, Potter, on saute, on fait un saut qui est autour des années 1970. Et si je poursuis ce que Marie-Josée vient de dire, on serait plutôt alors comment se situer face à ce qui est devenu une sorte d'évidence naturelle, qui sont ces désirs ni nécessaires, ni comment c'était, ni nécessaires, ni voilà. Si on reprend effectivement, ça serait intéressant de voir la dia précédente. Donc, c'est comment réagir face aux désirs ni naturels ni nécessaires, ou aux besoins, on dirait aujourd'hui plutôt, ou même voir les désirs naturels non nécessaires, c'est-à-dire le pouvoir de la science notamment. Et c'est à cela que s'attaque Potter au moment où la bioéthique, donc l'éthique bioéthique, qui est aussi appelée à ce moment-là éthique biomédicale,
apparaît dans les années 70 aux États-Unis, à Washington notamment, face justement aux dérives provoquées par la science et le pouvoir qui y est lié et le pouvoir qui n'est plus maîtrisable par la science elle-même. C'était ça un peu l'enjeu de la naissance de la bioéthique, c'était au fond de se dire nous sommes face à une évolution, un développement qui est tout à fait bénéfique en soi, a priori, hein, mais qui aboutit à des situations qui ne sont plus contrôlables par les critères de la science elle-même. Donc, comment aller chercher et où aller chercher pour pouvoir gérer ceci, et si ça n'est pas dans la science, où est-ce que c'est? Alors, il y a eu deux moments importants. Il y a eu le moment développé par Potter, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui n'a pas été le moment le plus retenu à l'époque, au moment des années 70, mais qui, aujourd'hui, devient de plus en plus intéressant, pertinent et source de réflexion très intéressante, comme on vient de le dire. Et puis l'autre moment que je ne vais évidemment pas développer, c'est celui développé par André Hellegers, qui a donné au fond ce qu'on appelle l'éthique biomédicale et qui s'est concentré essentiellement sur la santé. C'est-à-dire qu'au fond, il faut trouver des moyens pour pouvoir gérer les questions liées à la santé humaine, essentiellement par le biais d'une éthique qui développe des principes qui permettent de contrôler, de réguler à travers la théorie, les commissions d'éthique. Enfin, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Par contre, ce que disait à l'époque déjà Potter, influencé justement par les pensées de Fritz Jahr et de Aldo Leopold, qui sont au fond deux précurseurs, était de dire mais on ne peut pas raisonner ainsi parce que la question est beaucoup plus globale, qu'on ne peut pas la limiter à la question de la santé et puis aux techniques ou aux moyens qu'on peut avoir pour régler ceci à tous les niveaux, individuels, institutionnels et organisationnels et politiques. Il faut considérer l'homme dans son environnement. Donc Fritz Jahr avait déjà en 1927, au fond, c'est d'ailleurs un peu un scoop pour certains, c'est qu'en fait le mot bioéthique existait déjà chez Fritz Jahr, qui parlait de bioethical imperative, sur l'idée de l'impératif kantien, c'est-à-dire nous avons la responsabilité éthique de reconnaître notre interdépendance et notre obligation morale de préserver la vie dans sa diversité. Excusez-moi, il manque un accent aigu. Et donc, c'est cette idée qui dépasse largement et qui sous-tend cette discussion entre ces deux points de vue, c'est que cette bioéthique biomédicale qui considère que l'être humain est indépendant, autonome, est mise en discussion d'emblée, non seulement au niveau de l'interdépendance entre humains, par la réflexion déjà de Fritz Jahr, d'Aldo de Leopold, puis de Potter, et je pense aujourd'hui on doit y être attentif, mais aussi par rapport à sa dépendance à l'environnement et au fond à l'ensemble de la nature, si on veut bien. Alors, Potter reprend cette idée en se basant sur Aldo Leopold, qui était un ingénieur forestier, qui a développé aussi, avant lui, une éthique de la nature vivante dont l'humain doit prendre soin. Cette idée qu'on ne peut pas se dire, on est là, nous comme humains, et il y a la nature. Et puis voilà, bon, on va s'en occuper, on va essayer de l'exploiter, mais enfin, il y a nous et la nature. Alors que déjà Aldo Leopold et Fritz Jahr aussi, et surtout Potter, dit en fait, nous sommes dans la nature, nous sommes une vie de la nature, et il y a une interdépendance essentielle entre la vie humaine et toute autre forme de vie, humaine, animale, plante, et toute autre forme de vie. Et justement, il faut éviter de faire en sorte que le savoir se limite à un savoir qui essaye de développer un progrès humain, parce que le progrès humain en lui-même ne suffit pas, voire même déjà à l'époque, il y avait déjà Silent Spring et tout cela, il y avait déjà les problèmes des pesticides, des problèmes causés par les dérives de la science, et alors il part sur cette idée du non-contrôle du savoir, plutôt que de dire il faut mettre des principes pour assurer le contrôle. Il dit, c'est un savoir non contrôlé, en fait, il vaut mieux partir de là, qui est déjà une réflexion antécédente.
Et alors, lui, il se situe en fait dans une situation où si on ne fait rien, on est dans une situation de risque de devoir, on est dans un monde où on devra assurer plutôt une survie qu'une vie. Et donc, il dit dans une citation, we need a new wisdom that will provide knowledge how to use knowledge for the social good. This might be called science of survival. Et pour lui, il reprend à ce moment-là, pour pouvoir fonder cela, cette fameuse discussion qu'il y a sur les deux cultures qui avait déjà été développée par C.P. Snow, c'est-à-dire qu'il faut articuler, au fond, science et sagesse, si on veut, ou science et sciences humaines, on dirait aujourd'hui. Et bien, lui, il parle de science and wisdom, et puis, au fond, articuler, au fond, la biologie, ou les sciences de la vie, si vous voulez, à une éthique de la vie. Une science de la sagesse qui promeut la santé au plan global. Alors lui, son approche, qui a fait d'ailleurs un petit peu sa faiblesse, peut-être juste encore la fin du dia précédent, qui fait qu'il n'a peut-être, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a pas été vraiment suivi, c'est qu'il pensait qu'on peut trouver dans la science, malgré tout, un biological wisdom. C'est un petit peu la limite de son approche. Une autre limite, et je ne peux pas m'étendre ici, c'est toute la question des fondements de son approche qui n'arrive pas bien à développer et qui, effectivement, est assez difficile à suivre si on va dans le détail de ses écrits. Mais son intuition et sa posture est tout à fait indispensable pour pouvoir aller de l'avant. Et effectivement, on peut maintenant passer à la dia suivante. Donc, il disait, en réaction à cette éthique biomédicale qui s'est développée extrêmement rapidement et qui est structurée politiquement très rapidement, il disait il faut intégrer au fond cette éthique biomédicale existante à l'époque, la bioethics, la fameuse bioéthique nord-américaine, des 4 principes, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, avec une éthique environnementale dans le cadre d'une éthique globale. Et il disait attention, l'éthique globale, c'est pas appliquer les principes globalement, c'est réfléchir à une éthique qui permet d'assurer une réflexion et une action au niveau planétaire. Cette fameuse bioethics, The Science of Survival, avec ses premiers écrits en 1970, puis son ouvrage, maître ouvrage, Bridge to the Future, Bioethics, A Bridge to the Future. Avec, ensuite, il a développé ceci, il a insisté au fond, malgré qu'il était dans la marge, il a continué à poursuivre ses recherches, à essayer de convaincre pour publier un livre aussi important qui est le Global Bioethics Building on Leopold Legacy. Vous voyez, voilà. Et donc, les valeurs sur lesquelles il se base, c'était au fond une attitude réaliste, une humilité, et puis une réflexion à plus long terme. Il trouvait que la bioéthique, et il avait relativement raison, se limitait à un court terme et cherchait à améliorer, à prolonger la vie des individus. Mais il faudrait au fond réfléchir à ces individus, qui sont-ils, où sont-ils, dans quel contexte sont-ils et qu'est-ce que ça signifie d'améliorer la vie des individus dans un contexte global qui cherche à préserver au fond un écosystème pour le bien-être de l'humanité dans son ensemble. Alors évidemment, c'est très général, l'humanité dans son ensemble, il y a des humains qui sont très différents d'un coin de la planète à l'autre, mais enfin, c'était quand même son idée centrale. Et donc, une idée qui se base sur une valeur fondamentale qui est celle de l'interdépendance entre l'humain et l'environnement. Cette idée, au fond, qu'on développe aussi maintenant dans d'autres champs où on parle dont on parlerait dans la bioéthique globale plus tard, du life world. On est dans la nature. Il n'y a pas l'homme et la nature. L'homme est dans la nature, partie de la nature au sens large du terme, pas seulement la nature géographique, mais la nature naturante, qui crée aussi, qui est créatrice. Et qu'il ne faut surtout pas détruire cette créativité. Certains ont pensé même, juste pour donner une piste, qu'il était au fond un précurseur, que Hans Jonas aurait aussi, dans les années proches, réfléchi aux mêmes questions et qu'il aurait au fond été un des pionniers de cette réflexion sur cette idée de principe responsabilité. Nous sommes responsables, nous devons prendre soin de notre environnement si nous voulons prendre soin de nous-mêmes, c'est ça l'idée. Alors, en fait, on va passer au dia suivant sur cette question de bioéthique globale dont il est un des initiateurs, mais pas le seul, parce que cette idée a été reprise, mais en se référant
à cette ressource, à lui en tant que ressource, à sa pensée en tant que ressource. Alors effectivement, il faut être prudent avec ce mot global, de ne pas le concevoir au sens d'une globalisation de la pensée éthique, bioéthique des principes, mais plutôt une bioéthique critique, au fond. Une des meilleures formulations, à mon avis, c'est critical bioethics ou bridge bioethics, que lui-même a développé, ces deux concepts, qui est un processus plutôt dynamique, un dialogue permanent entre la pratique et la théorie, les principes et le terrain, entre les divers stakeholders autour de valeurs communes et des divergences, reconnaissance des différences et des convergences des valeurs communes, et en allant chercher sur le terrain, avec l'aide de nombreuses disciplines et de nombreux chercheurs de nombreuses disciplines, anthropologues, philosophes, politiciens, etc. Alors, il y a plusieurs manières de présenter l'éthique globale, qui est devenue maintenant quand même une discipline qui a un ancrage institutionnel. Il y a un institut d'éthique globale en Pennsylvanie, près de chez vous. Il y a un institut d'éthique globale à Birmingham, en Angleterre. Et puis, il y a de plus en plus de réflexion et de développement dans cet esprit-là. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder. J'ai choisi trois critères d'entrée pour cette réflexion, qui est celle du changement de perspective éthique, d'autoréflexivité morale et d'évitement de l'écueil de complicité morale. C'est ça la critique. Il y a une sorte de complicité morale, au fond, dans la bioéthique. Aujourd'hui même, dans le champ de la pandémie, on dit même que la bioéthique n'est pas la solution, mais le problème. C'est-à-dire qu'elle est trop... c'est un trop beau manteau pour permettre un développement sous l'angle d'un alibi éthique qui permet de dire, au fond, c'est politiquement correct tout ce qu'on fait puisqu'on respecte ces fameux principes, c'est-à-dire la liberté des individus, le fait de vouloir faire le bien par le biais de la science en évitant les méfaits, et puis en étant équitable. Mais si on regarde bien, en fait, il y a une complicité morale, dans le sens où, en fait, cette approche, on n'a pas le temps de développer, mais en fait, est une source d'inéquité, dans un certain sens, dans la mesure où elle ne va pas chercher à mettre en critique, là je me situe au niveau du troisième point, évitement de l'écueil de la complicité morale. Au fond, elle ne va pas chercher, au fond, les enjeux moraux, elle les situe au niveau la bioéthique, au niveau d'une équité conçue sur le modèle économique, mais en fait, c'est un enjeu moral fondamental, ce n'est pas seulement un enjeu économique conjoncturel. Par exemple, John Tronto parle de cela en cherchant à développer une démocratie, au fond, éthique, une moral democracy, c'est-à-dire qu'il faut prendre à la base et réfléchir à l'idée de justice qui ne soit pas ancrée dans des préjugés et des préalables qui sont eux-mêmes façonnés par ce modèle bioéthique. Donc, il faut une approche de justice sociale qui réfléchit à d'autres valeurs, qui sont celles de la vulnérabilité, celles de la fragilité, celles de la solidarité. Et puis, il faut intégrer tout cela à une critique du pouvoir économique. Alors, vous voyez l'enjeu, c'est clair que c'est un enjeu politique majeur, global, extrêmement difficile à réaliser, bien entendu, mais qui suppose aussi de travailler au niveau du deuxième cadre, qui est l'autoréflexivité morale. Donc, c'est un problème fondamental qui est justement celui de ne pas faire de distinction épistémologique et ontologique entre culture et nature, entre homme et nature, et puis comprendre qu'on est effectivement dans cette idée qu'on est dans une dimension relationnelle. Il n'y a pas l'homme et l'environnement, il y a une relation entre l'homme et l'environnement qui implique donc les deux pôles et qui les engage moralement, donc qui engage l'homme moralement à concevoir qu'il est responsable de cette relation et que s'il détruit cette relation, il risque de se détruire lui-même. Ce qui fait que la perspective éthique, on aurait pu peut-être aller dans l'autre sens pour les catégories, mais enfin, c'est bien aussi comme ça. Ça suppose un changement, au fond, de perspective éthique et de considérer que l'interdisciplinarité qui implique une compréhension mutuelle est une obligation morale fondamentale. Et puis donc, il faut réorienter le regard sur les fondements des jugements moraux en contexte. Donc, il faut une éthique beaucoup plus pragmatique, une approche beaucoup plus pragmatique au sens philosophique du terme, qui permet, à travers ces réflexions fondamentales,
les conséquences au niveau anthropologique, épistémologique et ontologique et concrètes, troisième partie, de peut-être arriver, grâce à cette approche de bioéthique globale, à avoir un cadre, une référence morale, au fond, globale, qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux individualités, aux divergences et aux particularités, mais qui cherche au fond quels sont les éléments communs et quels sont les éléments de divergence. Et puis, au fond, avec ceci, on est dans une forme de communauté morale en réfléchissant ainsi pour pouvoir aborder ce fameux paradoxe qui est effectivement un nœud gordien à pouvoir dénouer et sur lequel on doit pouvoir trouver une approche qui permet d'aller de l'avant. Donc, je proposerai cette bioéthique globale comme une des ressources pour répondre à l'une de vos questions fondamentales, qui est celle de ce paradoxe moral. Voilà pour ma partie à ce stade. Et je vous repasse la parole. Tu avais une autre diapo, si ça tente de poursuivre, Lazare. Ah, il y en a encore une? Oui. Ah oui. Non, je crois qu'encore il y en a une sur le... On en avait mis, une oui, deuxième. d'accord. Alors, repenser effectivement, repenser la frontière. Donc, on poursuit dans cette... repenser la frontière publique-privée de l'individu à la société. Donc, ne pas se concentrer dans les enjeux moraux que sur l'individu, mais repenser cette frontière et voir s'il y a ou pas une frontière, réinterpréter donc les valeurs morales dont j'ai au fond parlé tout à l'heure, le soin, la solidarité, le soin au sens du care, de la sollicitude, du prendre soin, l'attention aux différences culturelles et aux capacités, cette notion dont tu vas parler tout à l'heure à propos de Nussbaum et dont Amartya Sen a aussi parlé. Cette autoréflexivité morale suppose donc, voilà, j'en avais parlé, de réfléchir à l'importance morale fondamentale de l'interdépendance et de la vulnérabilité, de la responsabilité pour autrui, qu'il soit proche ou lointain, du soin comme valeur humaine commune, je l'ai un peu dit tout à l'heure au fond, et de cette perspective intersectorielle. Et donc, tout l'enjeu maintenant est au niveau politique. Comment faire pour une politique de contrôle, passer d'une politique de contrôle à une éthique du care, ou à une politique du care, dirait même John Tronto, qui implique le rôle des gouvernements dans le soin, la solidarité, le respect de la diversité et des générations futures, qui suppose une critique quand même des valeurs néolibérales. Ça, on ne peut pas contourner cet enjeu-là. Évidemment que la question elle est extrêmement difficile parce que là, on parle de politique au sens noble du terme, mais les politiques eux-mêmes, forcément, ils sont pris dans le cadre d'une politique politicienne, ils doivent être réélus, donc il y a des enjeux majeurs, évidemment, de mise en œuvre, mais ça ne devrait pas empêcher de quand même essayer d'aller de l'avant du point de vue des actions peut-être plus locales. Et puis justement, cette bioéthique locale, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi toute une section à l'UNESCO qui s'occupe de bioéthique globale. Il y a des ouvrages là-dessus. Et je pense que ça vaut la peine surtout maintenant, par exemple, comme la pandémie nous montre l'importance de réfléchir à ces questions et de se situer à ce niveau global dans ce sens-là. Voilà, alors, je crois que cette fois, je te passe la parole. Merci Lazare. En fait, on remercie au passage Potter qui a fait en sorte qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est parce que exactement. Nos intérêts convergeaient. Voilà, exactement, oui. Alors, je poursuis avec Nussbaum. Donc, maintenant qu'on a vu un peu Potter, qu'on a fait un pont vers l'éthique, la bioéthique globale de Potter qui met en place, je pense, certains éléments qui pourraient nous aider à sortir du paradoxe occupationnel. La réflexion de Nussbaum aussi nous apparaissait intéressante, c'est-à-dire que Nussbaum identifie, comme vous le savez peut-être, 10 capacités centrales au fonctionnement humain. Donc, quand on pense à fonctionnement humain, on pense aussi à la dimension occupationnelle de l'être humain. Selon la science de l'occupation, on considère les êtres humains comme des êtres occupationnels. Donc,
on pourrait se demander d'un point de vue philosophique, est-ce que ça tient la route? Ben, il semble que Nussbaum, en tout cas, considère le fonctionnement humain comme important parce que c'est à travers le fonctionnement des humains, justement, que les capacités émergent. Donc, les capacités qui sont un peu la résultante entre les capacités d'une personne puis les opportunités offertes dans son environnement pour pouvoir s'épanouir comme humain. Donc, les 10 besoins humains identifiés par Nussbaum rejoignent, je pense, dans une certaine mesure, la vision d'Épicure, dans le sens où on voit que si on les regarde un peu rapidement, la vie, être capable de mener une vie de longueur normale, donc ce qui implique la santé du corps, l'intégrité du corps, l'usage de ses sens, de son imagination, de sa pensée, être capable aussi d'émotions, d'attachement, d'association avec ses semblables, utiliser sa raison pratique pour réfléchir de manière critique à l'organisation de sa vie, etc. L'affiliation, donc les liens entre nous, donc ça rejoint toute l'idée d'amitié, je pense, d'Épicure. Et cette amitié aussi qui peut se prolonger avec les autres espèces, donc les animaux, et aussi le jeu. Donc, ça, c'était dans la deuxième catégorie, là, selon Épicure, donc naturel mais non nécessaire. Et le contrôle de l'environnement qu'on peut avoir donc, au plan politique et matériel. Dans certains écrits de Nussbaum, elle parle aussi du souci de l'environnement. C'est-à-dire que elle ne l'a pas dit clairement, mais je pense qu'on pourrait concevoir que les 10 capacités centrales, interprétées peut-être avec une vision un peu épicurienne, pourraient amener l'épanouissement humain, donc de l'aponie et de l'ataraxie, sans compromettre les capacités de générescence de la Terre. Est-ce que tout ça, ça pourrait contribuer à une bioéthique globale? Peut-être que ça rejoint en tout cas certaines dimensions là, discutées par Lazare de tout à l'heure. Alors, je poursuis maintenant avec la justice occupationnelle intergénérationnelle. Donc là, je vous emmène du côté de la science de l'occupation, qui n'est pas du tout là, un apport philosophique. C'est une science théorique et empirique qui est en fait, pas du tout philosophique, c'est un peu rapidement dit, là, comme c'est vraiment un domaine du savoir qui est très intersectoriel, très multidisciplinaire, interdisciplinaire. Donc, la science de l'occupation est nourrie par des ergothérapeutes, c'est sûr, mais aussi par des philosophes, des sociologues, des anthropologues, donc, et d'autres scientifiques. Donc, est-ce que la justice occupationnelle intergénérationnelle pourrait contribuer à une réflexion en bioéthique globale? Peut-être. Donc, qu'est-ce que la justice occupationnelle intergénérationnelle propose? Alors, d'abord, peut-être dire que la justice occupationnelle, c'est cette idée qui rejoint, je pense, Nussbaum, sur laquelle on s'est attardé rapidement, cette idée qu'il est de la responsabilité de nos sociétés de mettre en place des environnements, des politiques qui vont permettre aux êtres humains de s'engager dans des activités, des occupations, et ce, de manière équitable. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dans la justice occupationnelle de la capacité, c'est-à-dire qu'il doit nécessairement avoir, pour qu'il y ait justice occupationnelle, des environnements soucieux de donner des opportunités aux êtres humains pour s'épanouir, pour s'engager dans les activités qui donnent un sens à leur existence, qui contribuent à leur santé et à leur bien-être. La part du mot intergénérationnel à la notion de justice occupationnelle vient ajouter cette idée qu'il y a, comme on le disait avec Potter, une interdépendance non seulement des êtres humains entre eux au sein d'une même génération d'humains, mais aussi entre les générations d'humains. Et cette interdépendance est aussi à l'égard, évidemment, du monde naturel. Donc, si on veut qu'il y ait une justice occupationnelle intergénérationnelle, ça implique que les humains d'aujourd'hui
ont des devoirs occupationnels envers les générations à venir. Donc, les choix occupationnels qu'ils vont faire, c'est-à-dire que les choix relatifs aux occupations dans lesquelles ils vont s'engager, impactent les possibilités occupationnelles des êtres humains de demain. Donc, autrement dit, nos choix aujourd'hui impactent les droits occupationnels des êtres humains de demain. Donc, il y a vraiment des liens entre les générations présentes et futures d'êtres humains. Et ces liens-là déterminent en quelque sorte les possibilités humaines de demain. Si on considère, et je pense que c'est maintenant un acquis là, du monde contemporain, l'égalité fondamentale des êtres humains, à savoir que tout être humain est égal à tout autre, que chaque humain devrait avoir les mêmes droits occupationnels, ça veut dire que les êtres humains d'aujourd'hui ont des devoirs occupationnels envers les générations futures d'êtres humains pour contribuer à une justice occupationnelle intergénérationnelle. Je vais poursuivre avec la prochaine diapo. Donc, le concept de justice occupationnelle intergénérationnelle permet de penser donc vraiment les relations successives entre les êtres humains. On pourrait même ajouter même les autres êtres vivants, puisque nous sommes tous interdépendants. Donc, elle convie les générations actuelles d'humains à s'engager dans des occupations éco-responsables, des occupations génératrices des ressources naturelles plutôt que destructrices des ressources naturelles pour respecter les droits occupationnels des générations présentes et futures d'humains. Ce qui nécessite, je pense, une éthique, une bioéthique globale, parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle d'une seule société. Donc, on est tous entre sociétés, évidemment, dépendants des uns des autres. Dans un désir là, de amener des concepts qui peuvent nous amener peut-être à penser cette bioéthique globale, étant donné que les occupations sont responsables des changements climatiques, cet apport de la science de l'occupation nous semblait aussi intéressant. Et il y a différents concepts qui peuvent être distingués, peut-être pour nous aider à penser là, cette bioéthique globale qui se fonderait, par exemple, sur une justice environnementale ou, dans ce cas-ci, sur une justice occupationnelle intergénérationnelle. Donc, on le dit, un choix occupationnel, les choix que nous faisons quotidiennement comme individus, comme industrie, comme organisation, impactent les possibilités pour les êtres humains de demain de se réaliser comme humains, comme êtres occupationnels. Un choix occupationnel, c'est des décisions qui sont plus ou moins libres et éclairées de participer à une occupation. Puis quand on participe à une occupation, on a vu que souvent, il y a un ensemble d'objets, d'outils, de ressources qu'on utilise ce faisant pour réaliser cette occupation-là. Donc, le choix a nécessairement une empreinte écologique. Avec des co-chercheurs, on a essayé de distinguer là, pour mieux c'est quoi un besoin versus un désir occupationnel. Et là, sur la base de tout ce qui a été dit maintenant, une des propositions, ce serait de distinguer justement les besoins des désirs. Donc, plutôt que d'y aller comme Épicure, où ce sont tous des désirs ou des besoins là, qui seraient naturels et nécessaires versus ni naturels ni nécessaires, peut-être que dans la pensée plus usuelle, un besoin pourrait être distingué d'un désir. C'est-à-dire qu'un besoin, ça serait par exemple quelque chose de plus fondamental auquel il faudrait répondre, comme les désirs naturels et nécessaires chez Épicure ou encore les 10 capacités de Nussbaum. Il y a un besoin occupationnel, ça serait par exemple l'écart entre la situation occupationnelle actuelle d'une personne ou d'une population et celle attendue ou souhaitée. C'est-à-dire qu'il y a besoin justement quand il y a un écart, par exemple, imaginons quelqu'un qui suite à des changements climatiques, a un impact négatif, n'est pas en mesure d'avoir accès à de l'eau potable ou n'est pas en mesure, donc c'est un besoin occupationnel quand même fondamental important. Un désir occupationnel, ça serait peut-être quelque chose comme une tendance qui serait consciente d'une personne ou suscitée chez elle à vouloir participer à une occupation qui répond ou pas
à un besoin occupationnel. Donc, il y aurait toutes sortes de désirs, puis peut-être certains moins nécessaires, moins fondamentaux que d'autres. Par exemple, imaginons un désir occupationnel du type moi, j'ai le goût de posséder une île dans le Pacifique et d'y construire un château. Je vais y aller 3 fois par année, puis j'ai 8 bateaux qui m'attendent là, puis je prends l'avion, jet privé pour y aller. Bon, c'est un peu excessif, là, mais on comprend qu'il y aurait peut-être certains désirs occupationnels moins fondamentaux que d'autres, auxquels, comme humanité, ce serait peut-être moins important d'assurer, compte tenu de l'impact aussi sur l'environnement. Un droit occupationnel, c'est vraiment un outil, dans le fond, à ce stade-ci, ce serait un outil éthique, mais peut-être qu'un jour, ça pourrait être un outil juridique qui nous permet de protéger un besoin occupationnel. Donc ça permet là, un droit occupationnel se présente comme une possibilité offerte aux individus de s'engager dans des occupations qui répondent vraiment à des besoins occupationnels qu'on pourrait estimer fondamentaux. Donc, ça serait important peut-être comme humanité de protéger des droits occupationnels qui ne sont pas des éléments juridiques qui protègent des désirs un peu farfelus, mais vraiment des besoins fondamentaux. Puis le devoir occupationnel, mais c'est le corollaire des droits, c'est-à-dire que la responsabilité que chacun on a comme individu, mais aussi comme organisation, comme industrie, de limiter donc notre propre liberté pour assurer le respect des droits des autres, dans ce cas-ci, des droits occupationnels. Donc, d'autres éléments théoriques qui peut-être peuvent nous aider à penser donc une bioéthique globale. Je ne pense pas que j'ai besoin de poursuivre la distinction besoin-désir. Je pense que l'idée, là, c'est vraiment cette idée chez Épicure là, des désirs ni naturels ni nécessaires. C'est plus ça la vision du désir dans ce cas-ci, selon une perspective occupationnelle, dans le sens où on en a bien conscience maintenant et on le dit clairement que les sociétés consuméristes créent toutes sortes de désirs ni naturels et nécessaires chez chacun. On sait bien que ces désirs-là ont des intérêts propres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui engrangent des profits, puis qu'au final, comme humanité, on est plutôt perdante face à tout ça. Donc, comme humanité, on serait peut-être plus gagnante, plus de justice, plus de santé si on répondait davantage aux besoins plutôt qu'aux désirs. Donc, c'est une idée lancée ici pour penser une transition écologique qui sera nécessairement occupationnelle parce qu'on aura des choix occupationnels à faire. Donc, penser la croissance de la justice, de la solidarité dans un contexte de décroissance des occupations qui détruisent l'environnement, mais de croissance des activités qui restaurent l'environnement pour plus de justice entre les personnes, mais aussi entre les générations. Une transition écologique, pourquoi? Parce qu'évidemment, on souhaite que l'humanité se poursuive, bien entendu, et que les occupations puissent se réaliser aussi dans le futur et que cette transition soit juste, c'est-à-dire qu'elle puisse permettre au maximum d'humains d'aujourd'hui et de demain de pouvoir répondre à des besoins occupationnels et donc de respecter leurs droits occupationnels. Donc, ce parcours à travers Épicure, Potter, Nussbaum et la justice occupationnelle, parcours un peu hétéroclite, qui visait dans le fond à répondre à cette question du départ, comment répondre aux besoins, on va le dire comme ça, besoins désirs humains, sans détruire l'environnement qui permet de répondre à ces besoins désirs humains. Donc, comment sortir de ce paradoxe occupationnel tout en amenant plus de justice, plus de démocratie, plus de solidarité, plus d'attention aux situations de vulnérabilité, aux possibilités de créer des environnements qui soutiennent les capacités humaines. Donc, tout ça nous amène à vouloir proposer des fondations ou en tout cas des éléments
pour une approche de l'éthique qui est soucieuse des enjeux globaux, mais aussi locaux, puis qui va nécessiter, bien sûr, de repenser les pouvoirs micro, méso, macro pour soutenir les capacités humaines, répondre aux besoins humains, occupationnels dans des environnements sains. Donc, voilà, grosso modo, comment on voulait ouvrir la conversation avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose, Lazare. Non, c'est tout à fait. On retrouve là, au fond, les valeurs fondamentales qui sous-tendent une approche éthique globale, en fait. Et je pense que c'est une voie qui est intéressante parce qu'elle a quand même actuellement des ancrages quand même institutionnels internationaux, transnationaux et puis politiques aussi. Et je pense que et puis tout ce que tu viens d'apporter je pense peut servir, je pense, de fondement. Parce que l'approche occupationnelle est très très importante parce qu'elle est toujours ancrée locale. Et donc, c'est extrêmement important. Donc, après, évidemment, il y a toute la question de la mise en œuvre, bien sûr, et de la réalisation au niveau global. Mais je pense qu'avec des actions locales et transnationales qui ont des impacts locaux, on pourrait peut-être avoir quelques pistes, un horizon, disons. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Donc, on est ouvert à vos questions. Merci pour votre attention. Vous avez les références ensuite sur lesquelles on s'est appuyé. Puis, je peux arrêter le partage de l'écran.